Bienvenue à nouveau sur la chaîne en 10 minutes. Aujourd'hui, je vais vous montrer un film biographique de survie de 2010 intitulé 127 heures. Le film commence par des scènes de foule, de courses, de spectateurs de matchs sportifs, de gens qui montent et descendent du train, bref, de tout un tas de gens. Une musique très « Slumdog Millionnaire » est diffusée, et l'on passe à une scène où Aaron Ralston essaie de rassembler toutes les affaires dont il aura besoin pour la journée. L'écran n'indique que nous sommes samedi. Il fait encore nuit et il se dépêche dans son appartement pour ne pas trouver son couteau suisse, même si nous pouvons voir qu'il est juste hors de sa portée dans une armoire. Il regarde même dans l'armoire, mais sa main ne le trouve pas, alors il part sans lui. Il remplit le camelback et la bouteille Nalgene, prend quelques barres énergétiques et sort littéralement en courant. Aaron saute dans sa voiture et conduit avec une musique plus forte à travers le désert tout en expliquant à son caméscope que tout ce dont il a besoin est la musique sombre et lui-même. Il s'arrête devant ce qui ressemble à un petit camping, mais il saute à l'arrière de son camion et s'allonge pour dormir, et le matin, Aaron se réveille et enfourche son vélo. Ce type est tout simplement plein d'énergie et d'enthousiasme. On peut vraiment dire qu'il est amoureux de l'aventure en plein air. Il roule dans le désert, fait des wheelies et saute par-dessus les obstacles. Il tombe une ou deux fois, mais il trouve ça drôle et continue à écrire. Il a fixé son caméscope au guidon de son vélo et s'arrête régulièrement pour lui parler et informer le public de ses progrès et de ses projets. En fait, à l'exception de 2 ou 3 scènes, Aaron est complètement seul, et la caméra est presque son excuse pour nous raconter ce qui se passe ou pour communiquer avec quelqu'un pendant qu'il est dehors. Aaron décide de se rendre à un endroit appelé Blue John Canyon. Il roule aussi vite qu'il le peut et sur le chemin, il gare son vélo et commence à grimper. Il grimpe depuis quelques minutes lorsqu'il entend 2 filles passer et décide de les saluer. Ce sont Christy et Megan, et elles sont clairement perdues. Elles regardent une carte, mais n'arrivent pas à décider où aller. Aaron leur dit bonjour et leur dit qu'il peut les aider. Il leur demande où elles veulent aller, et elles disent le dôme. Et Aaron dit qu'il peut les y emmener. Ils commencent à y aller. Mais Aaron dit que s'ils sont prêts à le faire, il connaît un meilleur endroit pour grimper. Ils pensent évidemment qu'il est un peu bizarre, mais plutôt mignon, alors ils le suivent. Puis il y a la scène de l'avant-première où Aaron, Megan et Christy grimpent dans une très petite crevasse, et Aaron leur dit que tout va bien se passer et il lâche le mur et tombe dans la fissure très étroite. C'est une scène plutôt effrayante, mais il atterrit dans ce magnifique petit lac bleu et chante aux filles pour leur faire savoir qu'il va bien. Christy saute, puis Megan, et elles s'amusent toutes à sauter dans l'eau, encore et à jouer sur un petit rocher au bord de l'eau. Aaron enregistre le tout, non pas d'une manière effrayante, mais de la manière dont il aime avoir une trace des endroits où sa vie folle l'emmène. Ils jouent dans l'eau pendant ce qui semble être 1 heure ou 2, puis ils partent tous et commencent à marcher. Ils finissent par se séparer, mais Aaron demande s'il les reverra un jour, et ils lui répondent qu'il organise une fête le lendemain soir et qu'il peut la trouver en cherchant un Scooby-Doo gonflable géant, qui sera à l'extérieur de la fête. Il dit qu'il sera là et s'en va. Les filles se moquent les unes des autres car il est clair que Christy a le béguin pour Aaron. Erin commence à grimper tout seul, et il tombe sur un joli petit canyon dans lequel il grimpe. Il saute par-dessus une branche et entre dans le canyon. Il y grimpe pendant quelques minutes, puis il voit une grande chute avec un rocher au sommet. Il donne un coup de pied dans le rocher pour s'assurer qu'il est stable et grimpe dans la chute en se servant du rocher comme d'un point d'appui. Le rocher se détache, et comme il s'y tenait, il tombe vers lui. Il tombe d'environ 15 pieds dans le canyon et le rocher tombe avec lui. Et à cause de la façon dont il atterrit, son bras est coincé entre le rocher et le côté du canyon. Il y a un peu de sang, mais le gros problème est clairement que sa main ne va pas sortir. Donc Erin essaie de la soulever sous tous les angles, mais il n'y arrive pas. Il essaie de la dégager d'un coup de pied, mais elle ne bouge pas. Il tire très fort sur son bras pour essayer de l'arracher, mais c'est totalement inutile. Il hurle à plein poumon pour demander de l'aide, mais alors qu'il hurle, la caméra sort du canyon et montre à quel point le désert est vaste et ouvert et à quel point la fissure est minuscule. Il est complètement isolé et seul. Il essaie de penser à tout ce qu'il pourrait avoir sur lui pour l'aider, alors il déballe tout son sac et regarde tout ce qu'il possède. Il essaie d'utiliser un outil multiple comme un Leatherman, mais en plus minable, pour ébrécher la pierre, mais cela ne sert à rien. Il se rappelle qu'il a reçu le multi-outil gratuitement avec une lampe de poche. Il laisse tomber le multi-outil dans un petit trou qu'il ne peut atteindre et utilise un bâton qu'il tient avec son pied pour le récupérer. Il sort sa caméra et commence à expliquer ce qui s'est passé et comment il est arrivé là. Il dit que la personne qui le trouve peut garder le caméscope si elle essaie de donner cette cassette à ses parents, qu'il nomme et dont il donne l'adresse. Quelque part, la nuit arrive et Aaron essaie de dormir, mais il est gelé. La nuit est longue et froide, mais Aaron continue de faire des blagues à la caméra et à lui-même pour garder le moral. C'est vraiment un gars remarquable, et il ne perd jamais vraiment espoir. Le matin arrive et l'écran indique que nous sommes dimanche. Il est en train d'épuiser son eau assez rapidement, et il ne sait pas quoi faire.
Aaron commence à essayer d'utiliser ses cordes d'escalade pour essayer de faire un système de poulies pour enlever le rocher de lui. Mais il se dit qu'il aurait besoin de beaucoup d'équipement et que les cordes d'escalade sont trop extensibles. Il dit qu'il aurait besoin de 8 hommes costauds pour le soulever, car le rocher est si lourd qu'il utilise son harnais d'escalade pour s'asseoir et dormir. Mais il est dans une très mauvaise situation. Erin commence à avoir des flashbacks sur des choses qu'il aurait aimé faire différemment, et le premier est quelques jours auparavant, lorsqu'il ignore l'appel téléphonique de sa mère. Elle lui laisse un message et il l'entend, mais il est en train de se préparer et l'ignore. Elle veut vraiment lui parler, mais il ne rappelle pas à un moment donné. Plus tôt dans le film, il a ignoré un appel de sa sœur, et il s'en veut aussi, alors il s'excuse auprès d'elle devant sa caméra. Il dit qu'il sera toujours avec eux et arrête d'enregistrer. Il se souvient également d'une époque où il était amoureux d'une blonde inconnue et où ils ont passé de bons moments ensemble. Mais ils se sont séparés lors d'un match de sport à un moment donné dans le passé, et elle lui dit qu'il sera toujours seul. Mardi arrive et les flashbacks d'Aaron commencent à se transformer en hallucinations. Il remarque un corbeau qui passe par là tous les matins et commence à lui parler. Il commence à manquer d'eau et fait un rêve très précis dans lequel il imagine qu'une énorme tempête se lève et inonde complètement le canyon. L'inondation soulève le rocher, il en sort et s'enfuit chez son ancienne petite amie, qui lui claque la porte au nez. Il se réveille en pleurant et en criant « S'il vous plaît » après elle. Mais tout ça n'était qu'un rêve. Aaron commence à être désespéré, et il se rend compte que les coups qu'il a donnés au rocher n'ont fait que l'enliser davantage, car le rocher repose sur la chair tendre de son bras. Il a d'autres hallucinations de sa famille assise sur un canapé en face de lui dans le canyon, et ils lui manquent tous, mais il se rend compte qu'il ne les a jamais complètement laissés entrer. Il fait un petit sketch avec lui-même et prétend qu'il est dans un talk show et qu'il est interviewé. Il plaisante et dit qu'il aurait vraiment dû dire à quelqu'un où il allait, mais qu'il ne l'a dit à personne. Nous sommes mardi et il réalise que s'il ne se présente pas au travail aujourd'hui, son patron le remarquera, mais que même si son patron appelle la police, Aaron ne deviendra officiellement une personne disparue que 24 heures plus tard, ce qui le désespère un peu plus. Il se rend compte qu'il a besoin d'eau après avoir fait tomber sa bouteille et perdu la plupart de ses réserves, alors il commence à uriner dans sa bouteille d'eau pour avoir quelque chose à boire. C'est assez dégoûtant. Il essaie également de remettre ses lentilles en place, mais ses yeux deviennent vraiment irrités. Il est vraiment en train de s'effondrer. Maintenant, c'est mercredi. Aaron grave son nom et ses dates de naissance et de décès sur la paroi du canyon et commence à délirer. Il croit que tout dans sa vie l'a amené à ce rocher, et il pense que ce rocher l'attend depuis le début de la Terre. Il pense au voyage qu'il a mené ici, et il pense qu'il a toujours été un solitaire qui préférait être indépendant. Il se souvient du moment où il a filmé sa petite sœur jouant du piano, et cela lui fait réaliser que s'il meurt, il manquera son mariage. Enfin, il a une vision très nette de son futur fils, un petit garçon assis sur un canapé dans le canyon. Il parle au garçon et se voit être un bon père et enseigner à son fils. Il sait ce qu'il doit faire. Aaron prend la paille Campbell, qui est un tube en caoutchouc, et l'utilise comme un garrot. Il attache son bras et essaie d'utiliser l'outil multiple pour couper dans sa peau. Mais l'outil s'est tellement émoussé à force de gratter la pierre qu'il n'arrive même pas à couper la peau. Il finit par se poignarder le bras et se heurte à l'os. Il réalise qu'il doit d'abord briser les os, alors il coince une pierre entre lui et le rocher et l'utilise pour briser les 2 os du bras. Le son est très fort et douloureux, mais aucun os ne traverse la peau. Il utilise ensuite le minuscule couteau très émoussé de l'outil multifonction pour découper tous les tissus mous autour de la fracture. La caméra est très instable pour que le public se sente aussi secoué qu'Aaron. Il y a du sang partout, et Aaron essaie de se convaincre de ne pas s'évanouir. Aaron doit couper quelques tendons, mais le couteau est complètement émoussé et il n'a plus qu'à les arracher. Après 2 ou 3 minutes d'image de la découpe, il revient en titubant dans sa liberté. Il est gravement déshydraté et saigne, mais il attache son bras dans une sorte d'écharpe et sort du canyon. Il doit descendre en rappel le long d'une falaise, mais il est ravi de trouver de l'eau en bas de la falaise et en boit autant qu'il peut. L'eau est plutôt sale, mais il boit jusqu'à ce qu'il voit une famille de 3 personnes et les appelle avec ses dernières forces. Ils accourent et lui donnent de l'eau fraîche, qu'il boit. Puis une autre famille arrive et Aaron est en train de perdre conscience. Il sent un coup de vent, et il voit qu'un hélicoptère est venu le chercher pour l'emmener à l'hôpital. La scène passe d'un côté à l'autre, entre l'hélicoptère et Aaron qui nage dans une belle piscine claire avec un bras et demi, puis remonte à la surface pour voir sa famille assise sur le même canapé que celui où il les a vus dans le canyon lorsqu'il avait des hallucinations. Puis nous voyons le vrai Aaron Ralston assis sur un canapé avec sa femme, Jessica, et l'écran indique que sa prémonition s'est réalisée et qu'en février 2010, ils ont eu leur premier enfant, un fils nommé Léo. Merci d'avoir regardé. On se revoit dans un autre film.